ABK Matin, l'interview. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur ces antennes d'ABK Radio. Nous allons retrouver tout de suite le docteur Yambé Timba qui se trouve en ligne, qui en souhaite un très bon retour sur les antennes d'ABK Radio, surtout sur ABK Matin. Docteur, bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir de nouveau sur nos antennes. Docteur Yambé Timba. Oui, vous m'entendez? Merci. Bonjour à vos collègues. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Comme je le disais tantôt, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de l'entretien de ABK sur ABK Matin. Vous nous écoutez bien, docteur? Nous avons des petits effets. Parfaitement, je vous entends parfaitement. D'accord. On parle avec vous aujourd'hui d'un sujet très important. Vous savez, le commun des mortels dans notre pays en est à penser qu'au Cameroun, il y a les personnes qui sont en haut et les personnes en bas, pour emprunter à une expression chère au docteur Aristide Monod. Et on se pose bien la question de savoir s'il y a une classe intermédiaire entre ceux qui semblent être plus riches et ceux qui sont vraiment au bas de la passerelle, qui triment au quotidien. À la lumière de vos recherches et de vos analyses, quelle réponse donnez-vous à cette question? Est-ce qu'au Cameroun, il existe finalement une classe moyenne? Question grave, question délicate, question dure, mais question hautement importante dans un pays qui semble figé dans le Moyen-Âge et qui donne l'impression d'aller plus vers le Moyen-Âge que vers le monde moderne. Et c'est un problème très sérieux. En effet, les gens ont raison de se poser la question de savoir s'il y a une classe moyenne. Avec des expressions du genre en haut, en bas, tout ça. C'est des indicateurs qui nous disent clairement qu'en réalité, il n'y a pas de classe moyenne au Cameroun. Et je postule que s'il y avait une classe moyenne au Cameroun actuellement, en tout cas au cours des 30 dernières années, si nous avions une réelle classe moyenne, ce pays serait différent. Mais qu'est-ce qu'on entend par classe moyenne? Parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. Oui. Voilà, donc vous avez effectivement, pour parler comme les sociologues, on va dire que c'est une couche qui occupe l'espace social intermédiaire. L'espace social intermédiaire, c'est ça le concept. Ça peut être à la fois quelque chose de très précis et quelque chose de très vague. Intermédiaire par rapport, quelles sont les bornes supérieures, les bornes inférieures, oui. Quels sont les repères à partir duquel on considère que désormais vous faites partie de ce qu'on pourrait appeler la classe sociale intermédiaire. Dans un pays où vous avez sur le plan économique un flou total, sur le plan politique un flou total, sur le plan culturel une régression qui fait peur, eh bien vous vous demandez, mais c'est quoi les repères pour dire que tel ou tel fait partie de la classe sociale? Nous allons essayer je crois qu'il y a quelque chose qui nous a interpellés, c'est de savoir finalement dans les scientifiques, qu'est-ce que eux ils pensent de ce que c'est qu'est-ce qu'ils disent que c'est que la classe moyenne. Il y en a un qui est extrêmement intéressant qui nous dit que en réalité il y aurait 4 classes sociales de ce point de vue-là, pas du point de vue de Marx, qu'il y aurait d'abord la classe ouvrière, donc en fait tous les employés, tous ceux qui sont des gens qui travaillent dans des usines, qui travaillent de leurs mains, qui sont dans l'agriculture, dans les usines, dans les petits métiers. Et puis il y aurait finalement la petite bourgeoisie, c'est les commerçants, les petits propriétaires, etc. Et nous aurions donc ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne, qui serait essentiellement constituée des intellectuels, des spécialistes sans biens, qui pourraient prendre une petite partie de la petite bourgeoisie éventuellement et peut-être le top supérieur de la classe ouvrière. Et enfin, il y aurait une dernière 4e classe, c'est celle des possédants. Alors, la classe moyenne pourrait regrouper 2 classes donc celle des intellectuels, celle des spécialistes sans biens et puis la petite bourgeoisie. Oui. On peut dire que c'est ça, la classe moyenne. Donc, on a aujourd'hui au Cameroun, on pourrait dire que vous êtes une spécialiste de quelque chose, vous êtes journaliste, vous feriez partie de la classe moyenne. Et on pourrait dire que la supérette du coin à laquelle vous prenez 2-3 petites choses vers la maison, que ce serait le propriétaire d'un petit bourgeois dont il ferait partie de la classe moyenne. Oui.
Et il faudrait qu'on sache donc qu'il y a essentiellement des considérations économiques et sociales dans cette considération, ce qu'on appelle la classe moyenne, et que dans l'échelle, si vous voulez, sur l'échelle sociale, il y aurait donc ceux qui sont en haut, les possédants et les dirigeants politiques et la haute administration, et il y aurait ceux qui seraient au milieu, qui seraient donc cette classe sociale, cette fameuse classe moyenne. Alors, il y a 2-3, mais il faut caractériser tout ça. La classe moyenne fait quoi? La classe moyenne, la classe moyenne, qu'est-ce qu'elle fait? On comprend ce qu'elle fait lorsqu'on essaie de comprendre, mais les ouvriers, la fameuse classe ouvrière, elle fait quoi? En fait, elle fait ce qu'on lui impose. Les petits employés, les ouvriers, le petit gars de Isaac qui nettoie nos routes là, etc. Ils font ce que le système leur impose. On vous dit, allez à gauche, allez à gauche, faites ci, vous faites ça. Oui. Ils ne participent pas à la réflexion sur ce que le pays va devenir. Les classes moyennes sont extrêmement intéressantes parce qu'elles inventent et elles agissent. Au fond, c'est elles qui devraient être les classes créatives. Oui. Et le problème, c'est que dans beaucoup de systèmes, ces classes moyennes, soit elles appartiennent, dans beaucoup de pays, elles appartiennent au système, ou alors on fait allégeance au système. Et du coup, il y a aussi le fait que le système cherche toujours à les contrôler de manière permanente pour des raisons très simples. Il faut chercher à inféoder. Les possédants cherchent à inféoder cette classe moyenne, ils cherchent à la contrôler parce qu'elle a quelque chose de très particulier, à savoir ses capacités scientifiques et ses compétences. Et ces compétences et ces capacités sont importantes à la fois pour la transformation économique et sociale du pays, mais également pour son développement économique. Donc, la classe moyenne peut jouer sur un certain conservatisme, sur un certain statu quo politique et social et économique, mais la classe moyenne peut aussi jouer pour la transformation politique, économique et sociale. Donc, vous comprenez tout l'enjeu de la classe moyenne dans un pays. C'est elle qui peut faire basculer un pays ou pas. Parce qu'au fond, les possédants, c'est qui? C'est tout simplement qui sont les propriétaires, si vous voulez, dans économique, Karl Marx appelait ça les propriétaires des moyens de production. Oui. Et vous avez ceux qui se greffent, qui sont, si vous voulez, leurs employés, qui généralement sont considérés comme les dirigeants politiques. Et eux, ils sont, si vous voulez, c'est eux la crème, le sommet. Mais dans un pays sous néocolonialisme comme le Cameroun, il faut le comprendre, la classe des possédants est constituée essentiellement de ce qu'on peut appeler globalement aujourd'hui en sciences politiques et en géopolitique les employés néocoloniaux, c'est-à-dire en fait des gens qui ont fait allégeance et qui sont aliénés aux puissances néocoloniales qui sont généralement les puissances occidentales. Et vous avez donc ces gens qui sont des dirigeants administratifs et dits politiques, entre guillemets. Politique veut dire que c'est vous qui décidez, mais en fait, on n'a pas le sentiment que dans nos pays sous néocolonialisme, ce sont eux qui prennent la décision. Oui. Donc vous avez ces dirigeants administratifs d'une part, et vous avez quelques gros commerçants, vous avez quelques gros manufacturiers, on ne peut pas dire industriels, quelques gros manufacturiers, que le système colonial laisse opérer afin que la vie sociale continue quand même. Parce que quand vous dominez un espace, vous avez besoin que la vie continue, même si c'est statique en tant que système, mais vous laissez quand même que les gens à l'intérieur, il y a un minimum d'activité pour qu'il n'y ait pas de soulèvement. Donc voilà à peu près, on a le sentiment que dans certains pays, les possédants vont donc faire des deals. Dans le cas du Cameroun, on parle généralement des indigènes évolués qui auraient fait un deal avec les Français, les Anglais, sous la supervision de l'ONU. Et donc, si vous voulez, des puissances occidentales, ceux qui ont contribué toutes, parce qu'il faut savoir que toutes les puissances occidentales ont contribué à la guerre d'indépendance au Cameroun, contre Oumyové, ensuite contre Moumié et Wandje. Oui. Il n'y a pas eu de victoire, mais tout cela se transmettra. Mais quel est le problème que pose la classe moyenne, en fait? Parce que vous me demandez, y a-t-il encore une classe moyenne au Cameroun? Au regard de ce que je viens de vous dire, vous constaterez qu'en fait, il n'y a finalement pas réellement de classe moyenne, parce que là, on parlait des Weber et tout ça, mais Karl Marx dira quelque chose d'extrêmement intéressant. La classe moyenne se caractérise par quelque chose. Elle doit être consciente d'elle-même et de ses intérêts de classe. Oui.
Le problème au Cameroun, c'est que ce qu'on appelle la classe moyenne aujourd'hui, vous vous demandez si elle est même consciente d'elle-même. Si elle était consciente d'elle-même, ça se ressentirait en fait. C'est-à-dire, elle le dirait, elle se proclamerait classe moyenne. Mais il n'y en a pas. Vous n'entendez jamais personne, aucune catégorie au Cameroun se proclamer classe moyenne. Vous n'entendrez jamais ces gens-là défendre leurs intérêts de classe. Pourquoi et comment vous le savez? Vous le savez parce que une classe moyenne a ce qu'on appelle les outils, des outils qui sont universellement reconnus. Ce sont par exemple des syndicats, ce sont des ONG, ce sont des cadres d'investissement, ce sont la production d'une pensée en sciences sociales et humaines qui est originale. C'est pas les commentaires dont on nous inonde là, on a écrit tous les jours. Mais quand vous grattez un peu, la plupart du temps, c'est des commentaires soporifiques, c'est laudateur pour le régime, et les gens présentent ça fallacieusement comme étant de la science. Alors, pourquoi je dis que ce n'est pas de la science pour l'essentiel? Pas tout, mais pour l'essentiel. Parce que la base de la science, c'est la pensée critique. Lorsque vous êtes laudateur, vous êtes soporifique, ça veut dire que ça manque de base critique et à partir de là, ce n'est plus de la pensée. C'est tout ça qui manque donc à ce qu'on espérait être, si vous voulez, les spécialistes, les intellectuels, la petite bourgeoisie. Et ces gens-là, ils n'existent pas. Dans le cadre spécial des intellectuels et des spécialistes, le régime actuel a tué le développement de cette classe-là en fermant l'ISH dans les années 90, parce que dans l'ISH, en le fermant, on a détruit une tradition qui finalement se façonnait depuis les années 40 sous l'influence des puissants syndicats du port de Douala et des chemins de fer ainsi que des idées révolutionnaires de l'UPC. Le problème aujourd'hui, c'est que vous n'avez plus rien de tout ça et sur le plan intellectuel, vous avez un souci avec ce qu'on pourrait appeler notre classe moyenne. C'est-à-dire que si on catégorise, on voit quand même qu'il pourrait y avoir une classe moyenne, mais il n'y en a pas. Une classe moyenne, c'est soit on se soumet à la pensée unique mondialiste, et la pensée unique mondialiste a évidemment des pépites que vous devez connaître. Par exemple, le franc CFA est une bonne chose, et avoir sa propre monnaie pour un pays comme le Cameroun, c'est une très mauvaise décision. Parler français et anglais est une chance, et pouvoir utiliser ces deux langues, une de nos langues officielles, une de nos langues nationales, comme langue officielle d'administration et d'éducation. Oh, c'est un casse-tête. Alors que par inculture, c'est simplement par inculture que ces gens-là ne savent pas que toutes nos langues traditionnelles s'écrivent en Médou Netché. Médou Netché, c'est l'écriture sacrée des Égyptiens. Ce n'est pas la langue des Égyptiens, c'est l'écriture des Égyptiens. Et toutes nos langues s'écrivent dans cette écriture-là. C'est d'imaginer que nous avons une culture francophone, une culture anglophone, et on va même se faire la guerre. On va se faire la guerre pour ça, il va y avoir des milliers de morts, alors que les Français et les Anglais n'ont eu un mandat et une tutelle sur nous que pendant 40 ans. Et nous sommes quand même ensemble depuis plusieurs millénaires avec nos langues, avec nos us et coutumes. Tout à fait. Nous aurions cette pensée unique-là dit, ouais, vous avez 4 aires culturelles. Bon, ils ne savent même pas nommer les aires culturelles. Il y a même une aire culturelle qui n'a aucun nom, qui n'a pas de nom camerounais local. Et les autres sont des hérésies scientifiques. Il n'y a qu'à demander aux plus idiots des anthropologues ou des historiens. On va vous dire que c'est des hérésies scientifiques. Mais surtout quand on se souvient que Cheikh Anta Diop a quand même écrit en 54, publié Nation Nègre Chrétien en 54, et qu'il a tenu sa dernière conférence internationale et publique au Cameroun en 86 avant d'aller mourir un an plus tard. Donc vous avez ce genre de collusion et d'alignement, de soumission à la pensée unique internationale, mais vous pourriez par contre avoir une classe moyenne qui a une réelle indépendance parce qu'elle réfléchit sur une base critique et elle aurait une réelle indépendance par rapport à cette pensée unique préalablement présentée au regard quand on tient compte de son inventivité, de sa créativité intellectuelle, parce que l'inventivité et la créativité intellectuelle, la pensée critique, c'est des choses qui sont naturellement frondeuses et qui ont tendance à être révolutionnaires et nationalistes. Au Cameroun, la créativité s'est muée en attitude laudatrice du système représenté par le régime en place et l'inventivité est celle de l'incompétence et de l'inertie et de la servitude volontaire. Une de vos collègues, vous vous souvenez d'elle, Madame Kalalobe, qui vient de nous quitter. Madame Kalalobe s'étonnait toujours de cette classe moyenne qui ne sait ni n'essaie de poser aucune question, mais qui apprécie et sait trouver les chemins qui mènent au Ndjangui national. Et elle était toujours stupéfaite parce qu'elle se disait,
c'est quand même stupéfiant que ce soit une personne inacceptable, qu'on n'aurait pas du tout accepté dans cette classe d'intellectuels et de spécialistes qui aurait pu nous donner la classe moyenne, mais que c'est elle, c'est-à-dire que c'est elle qui est appelée de par son vocabulaire et sa grammaire à travers les phrases sous la forme desquelles on s'exprime aujourd'hui, les gens de bas en bas, de haut en haut, Politir, Nanjangi, tout ça. Donc vous voyez que s'il y avait une classe moyenne, les gens ne s'exprimeraient pas comme ça. Docteur Yambé Timba, on peut dire que vous fassiez partie de cette classe moyenne parce que justement, vous êtes celui-là qui veut révolutionner les choses et vous n'êtes pas le seul dans le cas d'espèce. Mais écoutez, je n'ai pas dit qu'elle n'existe pas. Je dis qu'elle n'est pas consciente d'elle-même et qu'elle ne défend pas ses intérêts de classe. C'est ça que je dis. Et qu'elle ne fait pas le travail que devrait faire une classe moyenne. C'est-à-dire avoir le sentiment que vous êtes des intellectuels, des spécialistes, mais votre langage, votre vocabulaire, votre grammaire est la grammaire de gens qui n'ont rien à voir avec vous, indique clairement que vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous ne pouvez pas vous exprimer comme ça. Oui. Vous regardez toutes les affiches publicitaires qu'il y a dans notre pays, vous regardez tous les spots vidéo qu'il y a dans notre pays, vous écoutez tous les spots radio pour les publicités des ce qu'on appelle les grandes entreprises, qui ont été concoctés par de grandes agences, comme on les appelle. On dirait que ces gens-là, ce n'est même pas des ouvriers qui les ont conçus. Ça veut dire que cette classe moyenne de spécialistes et d'intellectuels ne joue pas son rôle. Et ces millions de jeunes gens qui ne savent ni s'interroger, ni faire interroger, ni interroger à la fois le milieu, les moments, comment les moyens de la construction d'un pays libre et d'un pays souverain, comme les gens l'ont fait en Centrafrique, comme les gens le font dans l'AES ou en Asie du Sud-Est, c'est un gros problème. Et c'est ça qui dit qu'il n'y a pas de classe moyenne au Cameroun. Docteur Yambé Timba, est-ce que c'est pas parce que certains ont essayé, se sont vus être muselés, être menacés, qu'ils ont presque laissé tomber ce type d'entreprise? Non, c'est plutôt la preuve justement qu'il n'y a pas de classe moyenne, ou que les gens n'ont pas de capacité à faire partie d'une classe moyenne. C'est-à-dire, si vous échouez et vous estimez que pour avoir échoué, vous devez laisser tomber, ou vous estimez que la résistance en face de vous est devenue beaucoup plus coriace, ça veut dire que vous êtes un incapable. Il valait mieux ne même pas commencer comme les autres. C'est-à-dire qu'en fait, la question de la persistance dans l'action, de la persévérance dans la critique, c'est la preuve qu'il y a des gens qui savent à quoi ils appartiennent et qui ils sont. Mais on voit même des efforts dans cette classe moyenne où les gens, effectivement, ont cette base critique-là. Mais vous voyez le poids de, si vous voulez, de la désorganisation de la société dans la manière dont les gens qui critiquent même s'expriment. Ils vont utiliser des thèmes, ils vont utiliser, si vous voulez, un vocabulaire et une grammaire qui ne correspondent pas à la pensée critique qu'ils veulent faire prévaloir. Et c'est toutes ces choses qui font que finalement leur attitude n'est pas productive, elle n'est pas pertinente, elle n'est pas efficace, elle ne produit pas les effets attendus. Si vous voulez une société, que la société soit réorganisée, restructurée, vous commencez d'abord au moins par utiliser des phrases correctes dans la langue que vous avez choisi d'utiliser. Vous utilisez des phrases correctes, vous vous assurez que les mots que vous utilisez sont des mots compréhensibles par tous, vous veillez à ne pas tomber dans l'argot, parce qu'on ne construit pas un pays avec l'argot. Vous veillez à ne pas utiliser le langage, les codes d'une sous-culture, parce que la classe moyenne et la société tout entière ne peuvent pas être conditionnées par les codes d'une sous-culture. Vous devez pouvoir vous assurer que quand vous parlez à la maison, à la radio, à la télévision, dans les réunions, partout où vous êtes, vous parlez correctement, vous vous exprimez correctement, vous n'accumulez pas de fautes dans ce que vous faites. Vous ne vous exprimez pas avec une telle légèreté qu'on ne comprend pas ce que vous faites. Et vous allez voir la différence avec la classe il n'y a pas de classe de possédants au Cameroun. Il y a les relais du capitalisme international qui soit dirigent le pays, ça c'est tout ce qui est politique et administration, soit sont les quelques gros commerçants et quelques manufacturiers importants qui sont sur la place. Donc, ces gens-là, observez quelque chose. Ils font l'effort de faire des phrases correctes. Ils font l'effort, chaque fois qu'ils s'expriment, de faire des phrases, que ce soit en anglais ou en français, ils s'expriment correctement.
Et vous voyez que leur code, même au niveau vestimentaire, ils essaient d'être exactement le portrait, l'image de leurs maîtres occidentaux. Ils s'habillent correctement. Quand vous les voyez, vous dites oui, c'est comme ça qu'un blanc s'habillerait. Vous avez certainement remarqué ça. Oui. Mais vous voyez que la classe moyenne est dans un désordre, dans un chaos total. Il n'y a aucun repère. Soit ils veulent singer ceux du haut, soit ils sont dans la facilité totale et ce n'est pas bon. Quand ils veulent singer ceux du haut, ils sont laudateurs, ils sont soporifiques, ils passent leur temps à justifier ce que fait la classe les relais des possédants qui sont ici. Et c'est pour ça justement que je vous disais dès le départ que la classe des possédants essaie de les contrôler, essaie de se les inféoder. Mais quand ils y échappent, la plupart du temps, ils ne sont pas suffisamment structurés pour comprendre que vous ne pouvez pas apprendre quelque chose à la classe ouvrière et aux enfants si vous n'exprimez pas, vous ne vous exprimez pas, vous ne vous comportez pas, vous n'êtes pas structuré dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, d'une manière qui soit le reflet de codes universels, de normes universelles établies par votre propre culture. Et vous avez donc des gens, vous allez comprendre pourquoi les gens vont vous dire on a 4 aires culturelles au Cameroun. Non, on n'a pas 4 aires culturelles. Nous avons une seule culture en Afrique. Nation, nègre et culture. Culture est au singulier. Et c'est nation qui est au pluriel. Donc, vous allez voir que les gens ne vont pas s'accaparer ces codes universels, ces codes constructifs et révolutionnaires qui vont permettre de structurer le pays. Les personnes ne voyaient venir cette histoire quand vous avez parlé de classe moyenne, se sont dit bon, ils vont faire de la grosse sociologie inutile aujourd'hui. Non, nous parlons de notre pays. Une classe moyenne une classe moyenne normale, consciente d'elle-même et consciente de ses intérêts de classe, ne laisse pas dans une ville qu'il y ait des nids de poules partout. Elle se lève, elle dénonce, elle mène des actions qui font que les dirigeants mettent fin à ça. Une classe moyenne, consciente d'elle-même et de ses intérêts de classe, se lève et demande l'interdiction de programmes de télévision qui font la promotion de ce qui est interdit dans nos cultures, les choses comme l'homosexualité, les choses comme passer tout le temps à célébrer les Blancs, alors que nous avons passé 4-5 siècles d'esclavage, 1 siècle de colonisation, et nous sommes là sur pratiquement 65 ans bientôt de néocolonialisme. Docteur Yambé Timba, il y a des organismes, des organisations qui ont mené des combats dans ce sens. Non, je viens de vous dire, il ne s'agit pas de dire on a mené. Oui. Si vous avez mené, vous vous êtes arrêté, ça veut dire que vous n'étiez pas digne de cette classe-là. C'est ça que je veux dire. Mao Tse-tung était de la classe moyenne, Poutine était de la classe moyenne, Ho Chi Minh c'était la classe moyenne. Fidel Castro c'est la classe moyenne, Mandela c'est la classe moyenne, Ben Bella c'est la classe moyenne, les Oumyove c'était la classe moyenne, Kwame Nkrumah c'était la classe moyenne, Julius Nyerere c'était la classe moyenne. Vous comprenez, madame? Oui. Ces gens-là n'ont pas arrêté à un moment donné. Ces gens sont allés jusqu'au bout. Après, le bout n'a pas été forcément la même chose, mais ils sont tous allés jusqu'au bout. C'est ça qu'on appelle faire partie de la classe moyenne. Si vous avez fait, vous vous êtes arrêté, vous ne méritez pas de faire partie de la classe moyenne. Soit vous avez été opportuniste, vous avez suivi quelque chose, simplement avec une opportunité à un moment donné, dont vous vous êtes levé, et vous avez votre quart d'heure de gloire et de richesse, et vous avez arrêté, ou alors de déception et de frustration, oui. Vous avez arrêté, oui. Soit vous n'y appartenez pas. Vous observez, quand vous êtes conscient de vos intérêts de classe, quand vous êtes conscient vous-même de faire partie de la classe moyenne, qui est, si vous voulez, la base du renouvellement des élites, qu'elles soient politiques, administratives, de toutes sortes, eh bien vous n'arrêtez pas de bouger à l'intérieur, le mouvement brownien ne s'arrête pas. Ça doit être un mouvement perpétuel. Et ce mouvement perpétuel, c'est lui qui crée la révolution. Quand on dit la révolution, les gens croient qu'on est en train de parler des armes. Non, il y a la révolution scientifique, il y a la révolution sociale, il y a la révolution économique. Maintenant, il arrive, et la révolution politique, elle n'est pas toujours violente. Ça veut dire quoi la révolution? Ça veut dire simplement la transformation du milieu grâce aux moyens et à un moment donné. C'est ça qu'on appelle la révolution. Parce que vous voyez l'autre problème de notre classe, de ceux qui devraient faire partie des classes moyennes, c'est que il faut expliquer ces choses-là au public qui représente la grande masse.
pour lui dire, quand je dis révolution, je ne vous dis pas qu'on va faire de la violence. Non. Oui. Quand je dis révolution, pas nécessairement. Quand je vous dis révolution, je vous dis que nous devons transformer notre milieu et nous devons nous organiser pour le transformer. Qu'est-ce qui a fait la grandeur du Cameroun dans les années 30, 40, 50? C'était les syndicats. Or, les syndicats, c'était justement cette petite classe moyenne, les petits bourgeois, les petits intellectuels de l'époque, les petits spécialistes comme les Oumniobé, etc. C'était les syndicalistes. Et c'est des gens qui étaient conscients d'eux-mêmes, de leur propre situation, et qui défendaient leurs intérêts de classe, qui à l'époque quand même cumulaient à la fois le fait de faire partie de la classe moyenne, mais également de faire partie des pays qui sont colonisés. Donc, ils se sont battus. En même temps, pour ces deux choses, aujourd'hui, vous demandez aux gens de se battre pour une seule, ils sont incapables, et ils vous disent, on a essayé. Non, vous n'avez pas essayé, vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez rien fait du tout. Nous devons cesser de nous glorifier de 2 ou 3 petites actions et de donner l'impression que cela nous fait entrer dans l'histoire. Non, ce qui vous fait entrer dans l'histoire, c'est de gagner la révolution comme en Chine, comme Mao Tse-tung, de sortir 1 milliard de personnes de la misère en 70 ans, de faire passer un pays qui en 1940 était plus pauvre que le Maroc et qui est aujourd'hui la première puissance économique du monde. Voilà ce qu'on appelle une classe moyenne. Docteur Yambé Timba, de quoi ont besoin ceux-là qui appartiennent à cette classe moyenne pour pouvoir révolutionner justement tous les secteurs d'activité de notre pays? Qu'ils arrêtent de lire des inepties père pauvre, père riche et de fatiguer la planète avec 1 million de séminaires inutiles. Qu'ils lisent Cheikh Anta Diop, qu'ils lisent Oumniobé. Si vous demandez à la plupart de ces gens qui sont les intellectuels, les fameux spécialistes camerounais, la petite bourgeoisie camerounaise, 99% ne savent même pas qu'Oumniobé a écrit un livre. Ils ne savent pas que Wandje et Moumié ont écrit l'un des livres les plus importants qui était lu, même en Chine ou en Algérie ou au Vietnam, et qui s'appelle La science de la révolution. Ils ne savent même pas, ils ne sont pas au courant. Si vous leur dites que sur les questions monétaires, parce qu'ils sont les juges le franc CFA au quotidien, alors que c'est ça qui bloque le développement de notre pays, mais si vous leur dites que le franc CFA c'est mauvais, ils ne vous écoutent pas. Je me souviens de celui que vous me rappeliez un jour qu'il était venu dans vos studios et il disait que le franc CFA a quelques avantages. Je me suis demandé s'il était sérieux, mais j'avais compris. C'est cette classe moyenne-là qui est incapable de faire classe moyenne et d'être consciente de ses intérêts et de défendre ses intérêts de classe. Qu'ils lisent Chunjang Pwemi, les Russes, les dirigeants russes lisent Chunjang Pwemi, les dirigeants de la Russie actuelle. Oui. Ce pays-là a 20 ans d'avance scientifique sur le reste de l'Occident. Ce qui veut dire que cette classe moyenne, qu'elle arrête de regarder les matchs qui se jouent dans d'autres pays. Qu'elle arrête de... Est-ce que vous pensez vraiment, madame, que vous pouvez arriver à Paris, en France, vous trouvez des Blancs qui portaient les maillots de Dynamo de Douala, de Union de Douala, de Canon de Yaoundé, de Fofo de Baham? Vous pensez que vous allez trouver des Anglais, vous trouvez des Blancs anglais à Manchester ou à Londres qui portent les maillots de Coton Sport de Garoua ou de Rondelle de Bolova, etc. Non. Mais c'est ça que je vous parle. C'est-à-dire que le niveau d'aliénation de ceux qui auraient dû faire et de l'éloignement de ceux qui auraient dû faire partie de la classe moyenne, ils sont tellement aliénés à l'Occident et il y a une telle distance entre eux et les problèmes de leur milieu qu'ils ne s'en rendent même plus compte. C'est-à-dire qu'inconsciemment, ils glorifient ceux qui les dominent, pillent leur pays et les exploitent. Et ils sont donc enfermés dans un bocal comme de petits crabes rouges et ils sont en train de se faire la guerre entre eux. Donc, les passionnés des Champions League européennes et tout ce qui va avec, c'est être carrément à côté de la plaque en ce qui concerne les problématiques de notre pays, Dr Yambé Timba. Vous allez voir les réactions de vos auditeurs. Tous ceux qui ils vont commencer à dire non, ce n'est pas parce que lui n'a pas la télé chez lui pour regarder qu'il ne va pas nous empêcher de la regarder. Vous allez lui demander, monsieur, mais allez à Chelsea, c'est un quartier de Londres. Allez là-bas, d'accord? Demandez aux habitants de Chelsea ou je ne sais pas de trop quoi, s'ils savent même s'il y a un truc qui s'appelle Union de Douala ou Dynamo de Douala ou Canon, pas comme. Ils ne savent même pas. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ne regardent pas ça. Là-bas, ça ne l'intéresse pas du tout. Et pourquoi vous êtes obligé de vous intéresser à ça? Quand les Saoudiens ont décidé de s'intéresser au football, mais ils n'ont pas passé leur temps à regarder les championnats européens. Ils ont créé leur championnat, ils lui ont donné les moyens, et aujourd'hui, tout le monde veut aller jouer chez eux. Tout le monde veut parler de leurs équipes. C'est ça, une classe moyenne.
C'est ça, des dirigeants responsables visionnaires. Et c'est ça qu'il n'y a pas chez nous. C'est-à-dire que vous ne sentez pas la poussée. Vous avez une classe moyenne qui est dans une ville, il n'y a pas d'électricité, vous ne l'entendez jamais critiquer ça. Ou alors ils boudent là quand ils sont dans les lounges, voilà les endroits qu'ils aiment. Ils sont dans les lounges, ils sont dans les restaurants, ils sont un peu partout là où les lieux de plaisir. Là-bas, ils bavardent. Quand vous leur dites, il faut mener une action pour qu'on ait de l'électricité, ils vont vous dire, ah, nous on veut voir nos enfants grandir. Mais vos enfants vont grandir dans l'obscurité, mais pas d'électricité. Ils vont grandir comment? Docteur Yambé Timba, il y a quand même cet engouement qu'on a observé pendant les inscriptions sur les listes électorales. Est-ce que c'est pas un début de quelque chose parce qu'il faut commencer quelque part? Non, vous mettez la rhétorique du RDPC, il raconte n'importe quoi. Ce n'est pas sérieux. Vous avez un pays de 30 millions d'habitants, les gens inscrivent 800 000 personnes et du coup, engouement, vraiment, on chante que ça va changer, vous voyez la démocratie. Mais soyez sérieux. Ça fait même à peine 13% de plus que l'année dernière. Mais c'est un début, docteur. Non, il n'y a pas de début, mais le Cameroun n'a pas commencé aujourd'hui, madame. Ce pays est supposé être indépendant depuis 64 ans. Si le pays est supposé être indépendant depuis 64 ans et que vous avez, comme dans votre fichier électoral, uniquement 25% des citoyens inscrits, c'est parce qu'on parlait d'à peu près 7 millions et demi, c'est ça? Oui. Donc, si vous prenez une population de 30 millions d'habitants, vous êtes à peu près à 25% de la population. Après 64 ans, madame, c'est un échec. Le problème que nous avons au Cameroun, c'est que nous manquons de rigueur. Je vous ai dit tout à l'heure que justement ce qui caractérise la classe moyenne, c'est la base critique, c'est la réflexion critique. C'est ça. Et nous ne sommes pas critiques, on est laudateur de la moindre petite ineptie que les gens posent. Et puis on est en train de dire, il a fait bien. Non, ils font mal, madame. Le pays, vous avez 30 millions d'habitants, vous devriez commencer à dire, OK, c'est parfait. Si vous aviez peut-être, c'est vrai, on a 60%. À peu près 50-55% de la population qui a moins de 20 ans. Oui. Donc, vous devriez être autour de 35-40% au moins. Oui. 40% au moins. Donc, si vous dites nous avons 12 millions d'inscrits, on commence à dire, OK, les gars ont quand même fait un petit boulot. Là, c'est un début. Mais vous êtes très loin. Vous avez à peine la moitié de ce que vous auriez dû faire. Et on commence parce que vous avez inscrit 2-3 personnes. Les personnes en âge de voter, oui. Oui, vous avez inscrit 2-3 personnes de plus en âge de voter pendant une année. On doit commencer à vous applaudir. Vous êtes médiocre. Il faut que les gens le comprennent. Une classe moyenne est une classe rigoureuse. C'est une classe qui est techniquement sûre d'elle. On vous a dit que c'est la classe des spécialistes et des intellectuels. Donc, c'est des gens, quand ils parlent, c'est par rapport à un certain nombre de standards, par rapport à un certain nombre de conventions scientifiques. Donc, ce qui est en train de se passer là, même l'engouement qu'on a vu là, quand vous allez regarder, vous allez vous rendre compte que l'essentiel des gens qui sont inscrits, c'est la classe ouvrière d'ailleurs. Hein? Ce n'est pas forcément la classe ceux qui auraient pu être dans la classe moyenne. Oui. Donc, en réalité, nous sommes un pays qui a un gros problème structurel, c'est qu'on n'a pas de classe moyenne. Et que vous ayez 800 000 ou 1 million d'électeurs de plus, je peux vous l'assurer, vous ne gagnerez pas d'élection présidentielle l'année prochaine. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Oui. Parce que les partis politiques qui auraient dû être justement les lieux d'inventivité, de créativité de la classe moyenne, ne le sont pas. Pour l'essentiel, ces partis politiques sont téléguidés par les relais des possédants internationaux, c'est-à-dire par ceux qui dirigent le pays, ou quand ce n'est pas le cas, ces partis politiques sont tenus effectivement par quelques personnes de la classe moyenne, mais il n'y a pas grand-chose. Le type, l'implantation de ces partis politiques, c'est essentiellement dans les villes. Mais l'essentiel des Camerounais ne vivent pas dans les villes. Je vous prends un exemple, madame. Quand vous allez dans une petite ville comme Bengbis, vous croyez qu'il y a combien de partis politiques là-bas? Vous avez là-bas à Kampoman, vous pensez qu'il y a combien de partis politiques installés là-bas? Quand vous allez à Ida Bato, vous croyez qu'il y a combien de partis politiques là-bas? Quand vous allez à Djakiri, vous croyez qu'il y a combien de partis politiques là-bas? Il y en a combien? Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous êtes dans une totale inconscience de la classe moyenne qui croit que parce que vous êtes installé là à Douala, vous bavardez, vous rugissez, vous insultez tout le monde, que ça veut dire que vous pouvez gagner une élection. Vous ne pouvez pas. Et vous savez que moi qui le dis, je suis pas du tout fan du RDPC. Mais je fais une analyse froide que devrait faire une classe moyenne. Oui. C'est-à-dire, nous sommes à Douala, nous sommes à Yaoundé, nous sommes à Bafoussam, nous sommes peut-être à Bouya, Bamenda, Idéa, Garoua, quelques grandes villes. Vous prenez les 20 grandes villes du pays. Quand vous prenez les 20 grandes villes du pays,
vous n'êtes même pas à 40% de la population du Cameroun, officiellement. Oui. Je ne parle pas de la population réelle, je parle de la population officielle. Parce qu'officiellement, ce pays, il est plus proche de 50 millions d'habitants que de 30. Mais la population officielle, si vous prenez les 20 plus grandes villes du Cameroun, vous n'êtes pas à 40% de la population officielle. Ça veut dire que le régime peut vous laisser gagner. Mais comme vous ne gagnerez pas 100% dans ces 20 plus grandes villes, le régime peut vous laisser gagner il peut même vous laisser gagner 50% dans ces plus grandes villes. Mais lui, il a 60% dans l'arrière-pays auquel vous n'accédez pas. Comment vous allez gagner les élections? C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc la question fondamentale de la classe moyenne que nous voulions poser ce matin, c'est comment faire pour transformer, pour révolutionner le pays, pour transformer le milieu camerounais dans toute sa diversité, sous toutes ses composantes, en tenant compte des moyens dont dispose cette classe moyenne et en tenant compte de ce moment critique que nous traversons et qui pourrait nous permettre de changer, de transformer définitivement notre pays. La classe moyenne doit se réveiller. Oui. Beaucoup, vous allez voir, les réactions, ça va être de se liguer contre moi, mais ce n'est pas moi le problème, c'est votre milieu. Et votre milieu, je vous ai décrit comment vous vous y comportez. Donc, si vous voulez réagir, ce n'est pas en disant que moi je suis ci ou moi je suis ça, ou celui qui a parlé est comme ça, il est comme ça, mais c'est plutôt de voir comment vous créez la conscience de classe de tous ceux qui sont comme vous, et en créant cette conscience de classe, vous défendez vos intérêts de classe. Je vais finir par une petite précision. Docteur Yambé Timba, avant de finir, quelle est la place justement de la jeunesse dans le dynamisme ou la redynamisation de cette classe moyenne? Non, les concepts de jeunesse, c'est des concepts politiques. Ça ne veut rien dire du tout. Dans le débat que nous sommes en train d'avoir ce matin, ce sont des choses justement qui viennent perturber le débat. On parle d'une classe moyenne, des intellectuels, des spécialistes. Donc, quand vous avez 16 ans, si vous avez 16 ans et vous avez votre licence ou votre BTS, vous faites partie de la classe moyenne. Que vous ayez 90 ans et que vous ayez exactement le même niveau, que vous soyez un type qui gagne, vous êtes dans la classe moyenne. Donc, jeunesse, pas jeunesse, ça ne veut rien dire du tout. La précision était importante, docteur Yambé Timba, parce qu'il y en a qui, à l'âge de 16 ans, se seraient sentis exclus, se seraient sentis... Oui. Effectivement. Oui. On peut, sur le plan économique, dire également que pour payer le revenu moyen au Cameroun, la classe moyenne, sur le plan économique, c'est ceux qui auraient entre 75% de ce revenu et peut-être 230%. C'est ça que au niveau international, l'Organisation pour la sécurité économique, c'est-à-dire pour la coopération économique et le développement dit. C'est également ce que retient, si vous voulez, le PNUD, c'est ce que retient également la Banque mondiale. Donc, quand vous regardez au Cameroun, après, ça c'est tout ce qui est économique. Mais si vous tenez compte également de tout ce qui est, si vous voulez, intellectuel, même le jeune de 16 ans, il fait partie de cette classe moyenne. Oui. Tout comme quelqu'un qui aurait... Merci pour d'avoir soulevé cet aspect qui nous a permis effectivement de préciser les choses. Oui. Donc, tout le monde est concerné. Oui. Et ce que je peux dire, je vous disais aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que tous ceux qui nous ont écoutés ce matin, qu'ils se demandent si la classe moyenne dans une ville comme Douala était organisée, était consciente d'elle-même et défendait ses intérêts de classe, c'est-à-dire un programme éducatif sérieux qui ne fait pas la promotion du christianisme et de l'islam tout simplement, qui ne fait pas la promotion des LGBT de façon subtile, qui ne fait pas, si vous voulez, qui ne fait pas le mépris, qui ne méprise pas nos cultures et nos langues, par exemple. Si cette classe moyenne était organisée et qu'elle se battait pour qu'on mette fin à ça, qu'elle défendait ses intérêts de classe pour qu'elle mette fin à ça, on n'aurait pas ce qu'on a là. Si la classe moyenne de la ville de Douala, Yaoundé, toutes les 20 villes les plus importantes du Cameroun, était organisée, était consciente d'elle-même et défendait ses intérêts de classe, elle comprendrait que le franc CFA l'empêche de se développer économiquement. Et que ce blocage du développement économique, il faut que toute cette classe moyenne se batte contre ça. Si la classe moyenne était consciente d'elle-même et défendait ses intérêts de classe, elle comprendrait que tant que nous sommes sous néocolonialisme et que nous subissions la domination des Français et des Anglais et de l'ONU, sous le parrainage de l'ONU ici, on ne pourra jamais mettre nos enfants à l'abri, on ne pourra jamais être un pays dans lequel les gens
connaissent le bonheur, qui pourrait être organisée et en satisfaisant les besoins de tout le monde. Et enfin, si cette classe moyenne était consciente d'elle-même et défendait ses intérêts de classe, elle n'accepterait pas, par exemple, que toutes les affiches publicitaires dans nos pays contiennent cette espèce d'argot. C'est-à-dire promotion de la sous-culture du ghetto. Le ghetto aux États-Unis, c'est négatif. C'est négatif. Le problème, c'est qu'ici, chez nous, vous avez justement ces choses-là qui semblent être des choses bien. Si cette classe moyenne était consciente d'elle-même et défendait ses intérêts de classe, elle se défendrait avec son bec et ses ongles, le fait que ce pays lui appartient. Cette classe moyenne ne passerait pas son temps à vouloir partir du Cameroun pour aller contribuer à renforcer d'autres classes moyennes qui, elles, se sentent propriétaires de leur pays, se battent pour leur pays, développent leur pays, et les nôtres abandonnent leur pays, s'en vont, mais critiquent des gens qui dirigent le pays et qui ne sont pas des possédants, qui ne sont pas du tout une vraie classe de possédants et de dirigeants, parce qu'ils ne sont que des relais du néocolonialisme. Et donc, au bout du compte, madame, pour conclure mon propos ce matin, je pense que c'est un appel que nous faisons à tous ceux qui se sentent membres de cette classe moyenne. Ce pays, vous en êtes responsable. Classe moyenne veut dire que, d'une manière ou d'une autre, ce pays vous a envoyé à l'école. Ce pays a payé pour vous. Personne d'entre nous, ses parents, n'ont tout payé pour lui. Même ceux qui semblent être riches, quelqu'un a donné quand même un verre d'eau un jour, vous a donné un verre d'eau que vos parents n'avaient pas acheté. Donc, vous n'avez pas toujours eu tout ce que vous avez parce que vos parents étaient là. Ça veut dire que vous êtes responsables, chacun à titre individuel, mais nous tous, en tant que classe sociale, donc en tant que classe moyenne, de la destinée et de la transformation de ce pays. Nous devons en être conscients et nous devons défendre nos intérêts de classe, comme le disait Mao Tse-tung, à la petite bourgeoisie chinoise qui a fini par rallier la longue marche chinoise, en leur disant, nous sommes, si vous ne soutenez pas le mouvement national chinois, le Parti communiste chinois, vous voyez très bien que les Européens et les Japonais qui sont installés ici ne font de vous que de petits commerçants et eux, ils sont les grosses baleines qui avalent tout. Il faut que la classe moyenne sache que tant qu'elle ne s'allie pas au mouvement national révolutionnaire, qui n'a pas peut-être encore de visage, mais qui a quand même ces idées qui fusent là depuis les années 40, si elle ne s'allie pas à ce mouvement national révolutionnaire du Cameroun, eh bien, cette classe-là sera de plus en plus chassée du pays, elle sera toujours mal à l'aise, elle voudra toujours partir, et ce sera une classe apatride, une classe qui n'aura jamais de patrie, qui n'aura jamais de... Merci.